Bienvenue et merci de nous suivre sur Walf TV. C'est parti pour le sommaire de cette principale édition du soir. Tension dans l'air à Rufisque. Après l'interdiction de leur marche de ce vendredi, les jeunes du collectif Wallu Tëngéej promettent de défier le préfet. Ils veulent marcher avec ou sans autorisation pour dénoncer les dégâts causés par le train express régional. Présidentielle de 2019, des citoyens non inscrits exigent de voter le 24 février prochain. Regroupés en collectif, ils accusent le ministre Aly Ngouille Ndiaye de chercher à leur priver leur droit de vote. Les boulangers de Thiès sont en colère entre anarchie dans la construction des boulangers et cherté du prix de la farine. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. En assemblée générale dans la capitale du rail, ils exigent des solutions rapides et efficaces. Vous les entendrez dans cette édition. Le développement, tout juste après ceci. Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Rufisque après l'interdiction de leur marche par le préfet, les jeunes du mouvement Wallu Tëngéej promettent de revenir à la charge. Ils ont retenu la date du 1er février pour battre le macadam avec ou sans autorisation. Une manière pour eux de dénoncer, entre autres, les dégâts causés par le train express régional. Voici Dame Demba Seck qui porte la voix de ces boulangers et de ces protestataires au micro de Najib Sagna. Les raisons de cette interdiction, ils pensent qu'il y aura une infiltration lors de cette marche. Et nous avons accepté parce que, au-delà de cet acte que nous avons posé, nous voulions mettre en avant notre citoyenneté pour dire à l'autorité, aux personnes qui nous regardent, au niveau national qu'international, que cette marche est une marche pacifique. C'est une marche pacifique, nous la faisons parce que nous réclamons un droit qui est celui de nous faire des passerelles. Parce que nous habitons tous Rufisque, nous savons que Rufisque en ce moment étouffe. Des problèmes sont constatés, il n'y a pas beaucoup de mobilité. Les personnes vivant avec un handicap, ils ont de sérieux problèmes pour traverser pour le moment le terre. Nous voulons que les autorités nous entendent, qu'ils nous mettent des passerelles et dans les plus brefs délais. Et parlons de cette présidentielle du 24 février 2019. Le collectif des non-inscrits sur le fichier électoral est né pour exiger le respect du droit de vote de ses membres face à la presse ce samedi. Ces citoyens accusent le ministre de l'Intérieur de leur priver de leurs droits sans aucune justification valable. Voici le coordonnateur du collectif. Il s'appelle Pape Abdoulaye Touré. Il est au micro de Mélanie Aminata Sambou. Notre premier problème qui se trouve dans notre collectif des personnes non inscrites, c'est qu'il y a des Sénégalais, des citoyens sénégalais, qui se sont inscrits sur le fichier électoral lors de la période de révision. Mais, par surprise, derrière leur carte, ils ont mentionné personnes non inscrites sur le fichier électoral, de manière involontaire. Ça, c'est notre premier problème. Le deuxième problème qui se trouve dans le collectif, c'est que dans le collectif, il y a des personnes qui n'arrivent pas jusque-là à récupérer leur carte après des mois et des mois qu'ils se sont inscrits sur le fichier électoral. Le troisième problème qui se trouve dans le collectif aussi, c'est qu'il y a des personnes, des Sénégalais, avec leur carte électeur, leur bureau de vote, commune d'arrondissement et tout, ils trouvent sur leur carte d'électeur, mais malheureusement, leur nom ne figure pas sur le fichier électoral, puisque le vote est un droit fondamental et un droit constitutionnel, dont nul ne peut l'arracher à qui que ce soit. Nous ne sommes ni malades, nous sommes des Sénégalais de mère et de père par nature, nous sommes des citoyens sénégalais. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui explique notre rejet sur l'inscription sur le fichier électoral?
Nous l'annoncions dès l'entame de cette édition. La Fédération nationale des boulangers de Thiès dénonce l'ouverture anarchique de boulangers dans différents quartiers de la capitale du rail. Selon les responsables de la dite structure, cette anarchie, le manque d'hygiène et la hausse du prix de la farine sont entre autres difficultés et qui risquent de tuer le secteur. Suivons les explications de notre correspondant depuis la capitale du rail, Ibrahim Ndiaye. Voilà, nous allons sûrement revenir sur cet élément. On me signale que l'élément n'est pas disponible. Dans le cadre de ces opérations de désencombrement de routes nationales, l'UCG annonce la réalisation d'infrastructures à Kaolack pour la revalorisation des déchets et la capitale du Saloum qui souffre plutôt de ce mal depuis de nombreuses années. Plus d'explications dans cette correspondance de Alassane Ba. L'UCG, qui a entamé une tournée nationale pour désencombrer les routes nationales, est arrivé dans la capitale du Saloum. Vu la spécificité de cette ville, des infrastructures pour la gestion des ordures sont en cours de réalisation. Selon M. Ousmane Daou, coordonnateur de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. Nous sommes en train aussi de construire des infrastructures de valorisation des déchets à Kaolack, notamment le CIVD, avec l'accompagnement de la Banque islamique de développement. Et nous sommes aussi en train de construire des points de regroupement normalisés, qui sont des sites relais. Parallèlement à ça, nous avons ici mis des prestataires de services appelés des concessionnaires qui assurent la collecte. Et pour vous dire la vérité, au niveau de l'UCG, ça se passe relativement bien. Donc nous sommes en train, comme je l'ai dit tantôt, d'élargir nos actions en faisant des opérations de nettoiement dans les routes nationales. Nous voulons quand même embellir les routes nationales et enlever tout ce qu'il y a comme dépôts sauvages dans ces routes nationales. L'UCG, qui travaille en parfaite harmonie avec les municipalités et autres services, appelle les populations à épouser leur activité pour la bonne réussite du projet. Maintenant, ce qui reste, c'est un peu la sensibilisation des populations. Donc, il faut que les populations puissent quand même nous accompagner, mieux nous accompagner un peu dans cette gestion des déchets qu'on est en train de faire, en conditionnant bien les déchets, à ne pas créer tout le temps des dépôts sauvages, et puis en suivant un peu les circuits que nous, on est en train de mettre en œuvre pour nous faciliter la tâche. Pour rappel, cette campagne de vulgarisation des activités de salubrité publique qui a démarré depuis le 19 janvier et qui concerne 9 régions se poursuit jusqu'au 1er février 2019. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. La ville de Mbacké vient de bénéficier du programme d'appui aux communes et agglomérations initié par l'État du Sénégal. Une enveloppe vient d'être dégagée dans ce sens afin de venir en aide aux populations confrontées à un manque d'eau, d'électricité et à une insécurité grandissante. N'est-ce pas, Mamadou Makhtar Sarr? Dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, la commune de Mbacké vient de bénéficier du programme d'appui aux communes et agglomérations initié par l'État du Sénégal. Une enveloppe de plus d'1 milliard a été dégagée pour la réalisation des grands projets. C'est un important programme à guichets multiples. D'abord, il y a un premier guichet, mais il y a des guichets conditionnels selon les performances des communes, mais selon aussi leur désir d'aller en intercommunalité avec des communes sœurs. Heureusement qu'entre Touba et Mbacké, le courant passe très bien, compte tenu du fait que déjà ces deux communes jumelées, mais ils ont des problèmes communs, de telle sorte que nous venons de Touba, nous avons terminé aujourd'hui à Mbacké, mais tous les deux maires ont marqué leur volonté d'aller vers une intercommunalité et nous allons travailler aussi avec ces deux maires pour les aider à définir des projets intercommunaux afin de bénéficier de ces guichets importants. Mis en place par les différents bailleurs de cet important programme. Le maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndaw, liste les priorités. La sécurité et l'hygiène relative à la santé des populations. Donc, dans le programme, nous avons prévu aussi d'injecter beaucoup d'argent venant de cette enveloppe sur l'éclairage public. Donc, qui va jouer un rôle important pour la sécurité et la sûreté des personnes et leurs biens. Aussi, nous avons envisagé d'injecter aussi de l'argent pour l'adduction
les adductions d'eau. Comme vous le savez, dans les quartiers périphériques, beaucoup de quartiers n'ont pas accès à l'eau. Bien vrai que la commune a fourni d'énormes efforts pour vraiment régler ces problèmes, mais il reste encore des choses à faire. Signalons que Mbacké et Touba optent pour l'intercommunalisation afin de mieux prendre en charge les préoccupations des populations. Touba, Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, parlons de cette lutte contre la pauvreté. Amadou Tidiane Sow, responsable politique à Médina Gounass, octroie un financement de 5 millions aux femmes de la localité. Ces dernières ont saisi l'occasion pour décrier les taux élevés que les banques appliquent sur les prêts. Théodore Semedo. 5 millions de francs, c'est le montant octroyé aux femmes de Médina Gounass par le responsable local de l'APR, Amadou Tidiane Sow, par ailleurs président du comité de soutien aux actions du président Macky Sall. L'octroi de financement à notre réseau, le réseau des femmes, dirigé par Mme Seydjo. Le montant de ce financement, c'est la première dame, Mme Faisal, qui a octroyé 5 millions encore. Encore, je vais dire encore parce qu'elle l'avait fait. Donc encore 5 millions pour que ces femmes puissent tourner ça en reverbing. Donc dès à présent, les femmes sont en train de travailler sur la location de chaises, de bâches. Une œuvre sociale bien saluée par les bénéficiaires qui ont promis d'en faire bon usage. jotaat nañ ko la ñuy wax jotoon nañ lu ko ëpp jotaat nañ ko tey sant yàlla fas yéene utiliser mooy comme ni ñu daan utiliser xaalis yi ñuy jox yëpp. Ces habitants de Médina Gounass qui prônent l'économie solidaire n'ont pas manqué de déplorer les taux élevés des prêts bancaires. Ils sollicitent d'ailleurs l'appui des autorités. Parce que les femmes étaient très fatiguées par rapport aux banques comme les PAMECAS, les CMS et autres. C'est l'État qui doit revoir avec les banques de proximité parce que ces banques de proximité n'aident pas principalement les femmes ou bien la population. Ils sont là avec des taux de 18%, de 16%. Et l'État en ce moment doit aussi veiller sur ça parce que normalement pour aider une femme, il faut vraiment faire un taux qui est vraiment modeste comme 5 à 4% ou bien 3% même. Pourquoi pas même 1%. Amadou Tidiane Sow et ses camarades espèrent d'ailleurs que leurs doléances seront prises en compte par les autorités. Théodore Semedo, Médina Gounass, Walfadjri. Théodore Semedo, la finance islamique lance Corebank International Baraka, une institution financière installée à Dakar et qui répond aux normes et principes du droit et de la juridiction islamique. Madame Soukainenia et Sarko est la directrice générale de Corebank Sénégal. Elle est au micro de Fatou Bintou Diop. Le lancement de Baraka, pour nous, c'est vraiment naturel. Nous avons, en tout cas, on s'est assigné pour mission de mettre sur le marché des produits de qualité, des produits et services qui sont conformes à l'attente des populations. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, les populations sont de plus en plus intéressées par cette forme de finance, la finance islamique, pour plusieurs raisons. Si je prends le cas des musulmans, beaucoup aujourd'hui aspirent à avoir une banque qui répond, qui obéit un peu à qui répond à leurs convictions religieuses. Mais au-delà des populations musulmanes, d'autres sont intéressés simplement par l'éthique, la transparence, l'aspect responsable, les principes en tout cas qui sous-tendent la finance islamique. Vous me parlez de la différence entre la finance classique et la finance islamique. La différence est énorme. Nous avons un ensemble, on en a parlé tout à l'heure, un ensemble de règles qui s'appliquent à la finance conventionnelle et qui sont interdites au niveau de la finance islamique. Je veux pour exemple les intérêts. On sait que dans la finance classique, la règle, c'est quand vous prêtez de l'argent, vous appliquez un taux d'intérêt. Dans la finance islamique, c'est une disposition qui n'est pas autorisée. Dans la finance islamique, ce qui est autorisé, c'est à la limite la rémunération d'un service, le partage d'un profit, mais pas
l'application de taux d'intérêt. C'est pour dire qu'il y a un ensemble de mesures, un ensemble de règles que l'on retrouve dans la finance conventionnelle et qui ne sont pas applicables dans la finance islamique. Mais la finance islamique, comme la finance classique, vise à accompagner les acteurs du développement, à financer leur activité et à les aider à fructifier leur épargne. Le comité essaie de superviser les opérations de la banque en amont et en aval, c'est-à-dire avant que la banque ne commence ses opérations, il faut qu'elle nous soumette les produits à valider. Après leur validation, la banque va les exécuter et après leur exécution, on a un contrôle a posteriori pour savoir si la banque a ou non respecté les principes ou pas. Place à présent à la page internationale. Parmi les grandes lignes Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été investi président du RHDP et au Venezuela, les États-Unis appellent les autres pays à soutenir Juan Guaido. Et en France, les Gilets jaunes ont remis ça. Une synthèse de Issatine. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a été maintenu ce samedi à la tête de son parti lors du premier congrès du RHDP à Abidjan, mais il n'a pas dévoilé ses intentions pour la présidentielle de 2020. Le congrès a entériné l'élection de Ouattara comme président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix selon une résolution lue devant près de 100 000 personnes rassemblées au stade de Félix Houphouët-Boigny et autour de l'enceinte à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Ce premier congrès ordinaire tenu sur 2 jours, vendredi et samedi, a constitué le véritable lancement du nouveau parti présidentiel que ses dirigeants avaient mis sur pied. Venezuela, les États-Unis ont appelé ce samedi à l'ONU tous les pays à être aux côtés des forces de liberté de Juan Guaido, encouragés par un soutien européen plus ferme et une mise en minorité de la Russie qui continue de défendre Nicolás Maduro. Ce dernier dirige un État mafieux illégitime, a dénoncé Mike Pompeo lors d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité convoquée à la demande des États-Unis et que la Russie a tenté en vain de l'empêcher. Peu avant cette session, Madrid, Paris, Berlin et Londres avaient nettement durci le ton en lançant de manière coordonnée un ultimatum à Nicolás Maduro. Ces capitales ont annoncé qu'elles allaient reconnaître l'opposant Juan Guaido comme président du Venezuela si les élections ne seront pas convoquées dans 8 jours. L'Union européenne a annoncé qu'elle prendra des mesures si des élections ne sont pas convoquées dans les prochains jours. Comme à l'accoutumée, les Gilets jaunes ont entamé l'acte 11 de leur mobilisation ce samedi matin. De nouvelles salves de lacrymogènes ont été tirées dans l'après-midi. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs interpellations. Au moins 22 000 manifestants ont été comptabilisés par le ministre de l'Intérieur dans toute la France, dont 2 500 à Paris. Dans la capitale, 4 manifestations distinctes ont été déclarées en préfecture, dont 3 censées rejoindre la place Bastille à partir de l'avenue des Champs-Élysées, de la place de la Nation à l'hôtel de ville. À la mi-journée, les participants se comptaient plutôt par centaines lorsque le cortège s'est élancé des Champs-Élysées. 7 personnes sont mortes dans un accident aérien impliquant un hélicoptère et un petit avion de touristes dans Val d'Aoste, dans le nord de l'Italie. L'accident s'est produit au-dessus du glace de Rutor, près de la frontière française. Il semble avoir eu lieu juste après le décollage de l'hélicoptère au moment où l'avion atterrissait. L'hélicoptère piloté par un Italien transportait 5 Allemands, un guide de montagne et 4 skieurs, tandis que l'avion, un appareil français de type Jodel, avait 3 personnes à bord. Selon les médias, les 6 personnes à bord de l'hélicoptère sont mortes sur le coup, de même qu'un des occupants de l'avion touriste. 2 passagers de l'avion ont été grièvement blessés. Voilà,
ici prend définitivement fin cette édition. Un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette édition. Et nous vous proposons tout juste après cette édition, ce sera à 21h, un entretien exclusif avec Maître Madi Kédian. Ce sera à 21h sur Walf TV, la voix des sans-voix. Excellente soirée.